Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. De nouveaux textes pour la grande chancellerie des ordres burkinabés. L'institution qui planche depuis ce matin autour de ces réformes garde à l'esprit l'efficacité de son action au service du citoyen burkinabé. La BNP Paribas a-t-elle joué un rôle important dans le génocide rwandais de 1994? Le groupe bancaire français aurait réalisé un transfert d'argent qui a permis d'acheter de l'armement pour l'armée rwandaise et les milices Hutus pendant le génocide. La grande chancellerie des ordres burkinabés fait peau neuve. Après bien des années d'existence, l'institution se dote de nouveaux textes pour être en phase avec son époque. Une rencontre nationale se tient depuis ce matin à Ouagadougou pour valider les propositions de réforme qui vont donner un second souffle à la grande chancellerie. Il s'agit de veiller notamment à ce que les citoyens admis dans les différents ordres soient les plus méritants. Urbain Sommet, Olopoda, reportage. C'est sans doute l'étape décisive pour la mise en œuvre des réformes engagées par la grande chancellerie des ordres burkinabés. Symbole de la reconnaissance de la nation à ses citoyens les plus méritants, les ordres burkinabés ne doivent plus par leur administration créer des frustrations et des polémiques. Et la solution passe par l'adoption des textes clairs, cohérents et compréhensifs. Pour parvenir à une meilleure administration des ordres burkinabés, la démarche est fondée sur le consensus. L'élaboration d'un texte qui réglemente l'exécution de l'hymne national. La mise en œuvre des deux recommandations de la conférence des grandes chancelleries des ordres nationaux d'Afrique francophone subsaharienne et de France suivantes. L'institutionnalisation des grandes chancelleries. Les ordres dans les différents pays membres doivent avoir une connotation qui reflète nos différentes cultures. C'est la raison pour laquelle nous proposons l'ordre de l'étalon en lieu et place de l'ordre national. Les propositions de réforme soumises à ces participants sont le fruit de concertations avec plusieurs composantes de la société burkinabé. Il est donc question ici d'amender ces propositions relatives, entre autres, aux critères de sélection des récipiendaires, à la révision des droits de la chancellerie et au processus de déconcentration de l'institution. L'atelier de la grande chancellerie des ordres burkinabés qui s'ouvre ce matin fera date dans l'histoire de cette institution emblématique de la République, dont les textes datent pour l'essentiel depuis les années 60. Comme vous le savez, la force et l'efficacité d'une institution réside dans sa capacité à inscrire son action dans une dynamique d'innovation et d'adaptation aux évolutions pour mieux répondre aux aspirations dont elle est porteuse. C'est dans cet esprit que se tient le présent atelier national de validation des propositions de réforme sur la grande chancellerie à laquelle participent les représentants de l'ensemble des composantes de notre société. Face à ce constat, la relecture des différents textes constitue un impératif pour permettre à la grande chancellerie d'être en phase avec les réalités actuelles et de faire preuve d'efficacité dans l'accomplissement de sa mission. Les hommes et femmes ici présents ont la lourde tâche de formuler des suggestions en vue d'une réforme dynamique des ordres burkinabés. Le Premier ministre et les ministres concernés par deux importants projets du Burkina se sont retrouvés hier en séance de travail. Le ministre de l'Agriculture a évoqué un avant-projet de loi pour alléger les taxes sur l'agriculture afin que les populations puissent bénéficier du travail de la terre. Un autre avant-projet de loi a été discuté à la primature. Il s'agit de celui sur l'assurance maladie universelle, dossier porté par le ministre de la fonction publique. Reportage Salifou Belem, Zalissa Sanfo. C'est un avant-projet de loi qui réunit ces ministres autour de leur Premier ministre. Il faut encourager le retour à la terre pour une autosuffisance alimentaire. L'idée, c'est de faciliter l'accès à la terre avec des mesures d'accompagnement adéquates. Cet avant-projet de loi qui est discuté ici fait aussi une part belle à la femme. Il y aura des exonérations pour ceux qui voudraient entreprendre pour la première fois dans la terre. Donc c'est pour un accompagnement, un encadrement
de tous ceux qui voudraient investir dans le monde rural. Voilà un paquet qui permettrait qu'aujourd'hui, si vous avez un projet intéressant, qu'on puisse vous donner et la terre et les ressources financières et l'encadrement pour que vous puissiez investir et en tirer un profit dans vos investissements. Des ministres qui font place à d'autres ministres et une discussion sur un avant-projet de loi qui fait place à un point sur une loi. La loi sur l'assurance maladie universelle. L'assurance a été donnée ici. Le rendez-vous de février 2018 sera respecté. C'est pour tenir le rendez-vous que nous nous afférons. C'est un dossier dans lequel on ne peut pas aller de manière aventurière. Parce qu'une fois que les prestations démarrent, elles ne doivent plus s'arrêter. C'est ad vitam aeternam. Et donc, il faut réunir tous les prérequis nécessaires. Pour le ministre, le plus gros du travail a été déjà fait. Reste quelques réglages pour que cette loi votée par la transition soit appliquée. Visite de la région cotonnière de Houndé par une délégation de la Sofitex accompagnée de partenaires financiers. Le suivi de la campagne agricole dans cette partie de la zone d'intervention de la Sofitex a permis de prendre le pouls de la campagne cotonnière. La société a profité de l'occasion pour encourager les producteurs à faire de récoltes précoces afin que la campagne de commercialisation débute très vite. Martin Zerbo, Poumouni Baro. Malgré son état physique assez faible, le vieux Touan Kakui est venu rencontrer dans son champ la délégation de la Sofitex avec en sa tête son directeur général. Kakui est producteur de l'or blanc depuis belle lurette et pour cette campagne, il a emblavé 41,5 hectares de coton avec une production attendue de 53 tonnes. On est très content de la délégation dans les champs ici. Si le DG de la Sofitex même se déplace dans les champs, va nous amener à faire beaucoup d'efforts. La délégation de la Sofitex est allée scruter sur place le dynamisme d'un autre producteur, Bin Bambou, actuel président du conseil d'administration de l'UNPCB, Union nationale des producteurs de coton du Burkina. Là, 142 hectares de coton emblavé avec une prévision de 200 tonnes de production. L'honneur est aussi fait à Nikesan Victor Naba. En tout cas, bon, le coton, vraiment, bon, je sais que ça m'apporte beaucoup de choses. Je veux que la société aussi, bon, vraiment, de continuer comme ça à nous accompagner. Les représentants de l'UNPCB se félicitent du travail abattu par les producteurs et pour lui, l'espoir est permis. Vraiment, on a vu des beaux champs, des producteurs exemplaires. Nous sommes très contents. On pense que vraiment, on va beaucoup récolter cette canne. Dans cette mission, les partenaires financiers touchent du doigt les réalités du terrain et réaffirment leur engagement à soutenir les producteurs. Et nous avons trouvé des champs qui sont, j'allais dire, en très bonne forme. Le DG l'a dit, comme il a d'ailleurs répété devant les paysans, c'est parce que les partenaires financiers sont toujours au rendez-vous de l'accompagnement de la Sofitex. Nous sommes vraiment prêts. Des échanges à bâton rompu avec les producteurs. Le directeur général de la Sofitex souhaite qu'il fasse des récoltes précoces pour permettre le décollage de la campagne de commercialisation primaire. En ce qui concerne la région cotonnière de Houndé, nous avons retenu donc que les premiers cotons iront donc à l'usine de Houndé et la première balle va tomber le 28 septembre pour marquer le démarrage officiel donc de la campagne d'égrenage. Pour cette campagne 2017-2018, la région cotonnière de Houndé compte produire environ 130 000 tonnes de coton contre 112 000 tonnes l'année écoulée. Sensibilisation autour des dangers de la prolifération des armes légères. Un atelier réunissant commerçants, douaniers et structures de commerce s'est tenu à Puitenga, dans le Kouritenga, à l'initiative du secrétariat permanent de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères. Puitenga a été choisi car la localité est considérée à tort ou à raison comme carrefour de plusieurs trafics, dont celui des armes légères et de petits calibres. Reportage Amado Ilbudo, Nathalie Savadogo. Le secrétariat permanent de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères pour la seconde fois à Puitenga.
Il est question de sensibiliser la population pour un civisme fiscal et une lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre. Et le choix de la commune urbaine de Pwitenga n'est pas fortuit. Une ville qui n'est pas chef-lieu de région, qui n'est pas chef-lieu de province non plus, mais une localité très active sur le plan commercial. Et vous savez que quand vous avez affaire à une localité aussi active sur le plan commercial, vous avez affaire à toutes sortes de trafics. Et dans ce trafic, vous avez certainement des produits prohibés et autres qui ne doivent pas pénétrer cette localité. Nous avons voulu organiser cet atelier pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, surtout dans ce temps-ci où le problème de sécurité est d'actualité. Pour cela, les échanges vont porter sur 3 aspects essentiels. Le premier, c'est parler même de ce que c'est que les armes à feu. Dire au niveau du Burkina quels sont les textes qui régissent les armes à feu. Ensuite, un autre aspect, le civisme. Et à ce titre, le directeur général du Service national du développement, SND, est venu apporter son appui à la structure. La Chambre de commerce intervient également pour donner les directives quant au respect des droits fiscaux et le trafic illicite dans le commerce. Pour le maire de la commune, Pwitenga est une ville à vocation commerciale et cela bien avant la colonisation. Le corridor Ouagadougou-Tenkodougou-Bitou-Senkansé, frontière du Togo, en passant par Koupela, est l'un des principaux axes routiers du Burkina. Nous avons, comme je l'ai dit, pratiquement tous les ressortissants de 45 provinces du Burkina et 9 pays de la sous-région. J'espère que les échanges vont nous permettre de mieux gérer ce flux de personnes hétéroclites, de mieux sécuriser notre commune, mieux sécuriser notre région et contribuer à sécuriser le Burkina Faso. Le secrétariat permanent de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères envisage dans les jours à venir se rendre dans la boucle du Moun, notamment le long de la frontière avec le Mali pour la même cause. Restons dans le monde du commerce. Syndicats et associations de commerce réunis au sein de leur structure ne sont pas contents des manœuvres politiciennes qui tendent à diviser le monde des affaires. En dénonçant ces manœuvres ce matin, le regroupement rejette les appels à la libération des généraux Djibril Bassolé et Gilbert Diendéré. La lenteur dans la relance économique du pays préoccupe aussi les commerçants burkinabés. Paul David Bambara, Sanoua, Christine Koulibaly. C'est une rencontre pour faire une mise au point. Une mise au point voulue par le regroupement des structures syndicales et associatives des commerçants du Burkina qui dit se démarquer de toute ingérence dans les affaires de la justice. C'est pour répondre à des structures qui se disent qu'ils sont des commerçants, qui ont organisé une conférence de presse et pour rentrer dans des dossiers qui ne les concernent pas. Raison pour laquelle nous ne reconnaissons pas ces structures comme étant des structures de commerçants. Et les dossiers judiciaires, il faut laisser la justice faire son travail. Pour Seydou Zagré et ses camarades, la sortie de certaines structures dites de commerçants demandant la libération des généraux Djibril Bassolé et Gilbert Diendéré cache mal une instrumentalisation politique avec laquelle ils ne sauraient s'accommoder. Pour ces commerçants, leur principale préoccupation a pour nom la relance économique du Burkina Faso. Ce qui nous intéresse actuellement, c'est comment relancer notre économie, c'est comment accompagner le gouvernement du Burkina Faso à travers son plan de développement économique et social qui est le PNDS et comment trouver les moyens pour que nous renforcions nos capacités, comment trouver des fonds pour que nous puissions et donner à nos membres. C'est ça qui nous intéresse. Les dossiers judiciaires ne nous intéressent pas. Une centaine d'associations et de structures syndicales de commerçants est représentée à la présente rencontre.
Fin octobre, Ouagadougou abritera la foire internationale multisectorielle FIMO. Le Togo sera le pays d'honneur de cette manifestation organisée par l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina. La FIMO permettra de réfléchir autour des problèmes liés aux échanges dans la sous-région et présenter les opportunités actuelles. Nongba Kouda, Yolande Lompo, précision. Développement du commerce sud-sud, facteur d'intégration économique et source d'emploi pour la jeunesse. C'est sous ce thème que se tiendra du 27 octobre au 5 novembre prochain la 4e foire internationale multisectorielle de Ouagadougou FIMO 2017. Le Togo sera le pays hôte et plus de 1000 visiteurs sont attendus. Pour la réussite de cet important événement qui regroupera près de 1500 exposants, les membres du comité national d'organisation restreint, composé de 6 commissions, ont été installés. La foire internationale multisectorielle de Ouagadougou ne se résume pas à une activité de commerce. C'est aussi un lieu de partage d'expériences et d'activités socio-culturelles. Elle est ouverte aux opérateurs économiques, aux sociétés de tous les secteurs d'activité du monde entier. En vue de contribuer à l'amélioration de la compétitivité des produits du secteur agroalimentaire, en marge de la tenue du FIMO, du 28 au 30 octobre 2017, un forum de l'emballage des pays de l'UMOA se déroulera sur le même site au CIAO. Pendant 3 jours, des entreprises de fabrication d'emballage d'Afrique, d'Europe et d'Asie viendront montrer leur savoir-faire aux potentiels utilisateurs de ces emballages, notamment les PME de transformation des produits locaux. Ces derniers, en retour, vont exprimer leurs préoccupations et leurs besoins en matière d'emballage de qualité. En somme, une rencontre d'échange entre fabricants et utilisateurs d'emballage mieux protégés, valoriser et promouvoir les produits de nos PME. Le budget de cette foire, organisée par l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina, est estimé à 150 millions de francs CFA. Une information judiciaire ouverte contre le groupe bancaire français BNP Paribas à la suite d'une plainte déposée par des associations et le collectif des parties civiles. Une information a été ouverte pour complicité de génocide et de complicité de crimes contre l'humanité. La BNP avait fait en 1994 un transfert d'argent qui aurait permis une livraison d'armes à l'armée rwandaise et aux milices Hutus. Cette accusation vient comme une dénonciation de l'implication des institutions financières dans les conflits. BNP Paribas est mise en cause dans le génocide rwandais. Le groupe bancaire français fait aujourd'hui l'objet d'une information judiciaire pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. 2 associations et le collectif des parties civiles pour le Rwanda avaient déposé une plainte en ce sens avant l'été. En 1994, la BNP aurait autorisé un transfert d'argent ayant permis une grosse livraison d'armes à l'armée rwandaise et aux milices Hutus. Nous sommes là aussi, à travers cette plainte, pour rappeler que certains acteurs économiques, et notamment des institutions financières, peuvent être à la source des conflits, des génocides. Et c'est ce que nous essayons de montrer à travers cette plainte, l'éventuelle implication des institutions financières dans les zones de conflit, mais de façon générale aussi dans les graves violations de droits humains. Si l'on en croit les plaignants, malgré l'embargo imposé la même année par l'ONU, la BNP aurait autorisé le transfert de près d'1,5 million de dollars pour la livraison de 80 tonnes d'armes via la Banque nationale rwandaise qui détenait un compte à la BNP et via le colonel Bagosora, militaire Hutu, condamné à 35 ans de prison en 2011 par le TPI. Les défenseurs de l'environnement peuvent maintenant jubiler après la décision du gouvernement brésilien d'annuler un décret autorisant les entreprises à exploiter une réserve naturelle d'Amazonie. La réserve dite Renca abrite d'importants gisements d'or, d'aluminium, de fer, de cuivre et de manganèse. Le président brésilien Michel Temer avait décidé d'annuler en août dernier ce décret pour dynamiser l'activité sur fond de crise économique, ce qui avait suscité la colère des ONG. C'est une victoire pour les défenseurs de l'environnement. Le gouvernement brésilien a finalement annulé un décret autorisant l'exploitation d'une réserve naturelle d'Amazonie par des entreprises privées.
couvrant une zone plus grande que la Suisse, la réserve dite Renka abrite d'importants gisements d'or, d'aluminium, de fer, de cuivre et de manganèse. Des richesses fortement convoitées et qui étaient protégées depuis le début des années 80, quand la zone, précieuse pour sa biodiversité et ses ethnies indigènes, avait reçu le statut de réserve naturelle. Un statut que le président brésilien Michel Temer avait décidé d'annuler en août dernier pour dynamiser l'activité minière sur fond de crise économique. Cette décision a suscité la colère de nombreuses ONG et des personnalités, y compris politiques, étaient montées au créneau pour protéger ce poumon du monde de la déforestation et des risques de pollution. Un seul titre à la une des journaux, l'interdiction faite à des citoyens de 3 nouveaux pays, la Corée du Nord, le Venezuela et le Tchad, de rentrer aux États-Unis. L'interdiction faite aux Tchadiens suscite de commentaires des quotidiens burkinabés. La revue de presse est signée Evelyne Tourbom Dabiré. Publication de la nouvelle liste des indésirables au pays de Donald Trump, le Soudan est retiré et le Tchad est in, informe aujourd'hui au Faso. Les citoyens tchadiens sont désormais interdits d'accès aux États-Unis, et ce depuis dimanche dernier, rapporte Sidoaya. Qu'est-ce qui s'est passé? L'observateur Palga s'étonne aussi que Pyongyang et Caracas, qui sont depuis de longs mois dans le viseur de Long Sam, intègrent le club fermé où personne ne souhaite être. On veut bien l'admettre. Mais que diable le Tchad a à voir dans cette liste de parias, poursuit ce journal. Même stupéfaction dans Aujourd'hui au Faso, l'absence de débit à l'ONU a-t-elle provoqué l'ire de Washington? Qu'est-ce qui explique cette décision de Trump? Réponse dans Sidoaya, le Tchad est accusé de manquement à la sécurité sur leurs voyageurs et un manque de coopération avec les États-Unis. Autrement dit, explique Aujourd'hui au Faso, Idriss Déby et ses compatriotes n'aiment pas partager des informations avec le gouvernement américain. Et après un rappel des actions de Déby dans la lutte contre le terrorisme, l'observateur Palga écrit « En quoi Déby est-il un allié de ces nébuleuses djihadistes, lui dont les hommes sont en première ligne dans cette lutte et dont le pays abrite un poste de l'opération Barkhane et une base de drones américains? Déby ne mérite pas ça, soutient ce journal. » Et en blacklistant le Tchad, écrit Aujourd'hui au Faso, tous les pays africains doivent se demander à qui le tour. Question somme toute légitime, estime l'observateur Palga, pour qui Trump a une propension à prendre des mesures totalement loufoques dont il est le seul à avoir le secret. Ce journal conclut, Trump est un président irrationnel, on le savait. Mais si on doit encore souper de ce monsieur pendant 3 longues années, on risque de se réveiller un jour, si on se réveille, trouver qu'il a appuyé dans un accès de colère sur le bouton nucléaire. Fin de monde catastrophique que nous ne souhaitons pas du tout. Fin du journal. Merci de votre aimable attention à la RTB.